Bonjour à toutes et tous, à vous qui écoutez ce podcast. C'est une émission produite par First Print en collaboration avec Urban Comics dans le cadre de la maxi-série Une année avec les auteurs Urban Comics. Nous avons fait une première émission avec James Tynion IV au début de l'année 2023 puisque tout au long de l'année, nous allons accompagner les auteurs mis en avant par l'éditeur Urban Comics qui ont la particularité d'être à la fois dans le mainstream et dans l'indépendant. Pour ce second épisode, intégralement doublé en français, nous vous proposons d'aller à la rencontre de Chip Zdarsky, un scénariste qui s'est fait reconnaître d'abord dans l'indépendant avec un titre comme Sex Criminals, qui a fait ses marques chez Marvel et est passé plus récemment du côté de DC Comics. Nous reviendrons notamment sur les titres qui paraissent chez Urban Comics en ce début d'année 2023, tels que Batman The Knight et Batman Dark City, mais également New Burn, et nous aborderons aussi une future publication à venir chez cet éditeur, Public Domain, pour aborder de façon plus générale la situation des auteurs dans le monde des comics et du divertissement. Une fois le générique passé, vous aurez donc accès à toute cette interview intégralement doublée en français, écoutable par toutes et tous, et nous vous souhaitons un agréable moment en compagnie de Chip. Et donc, c'est vraiment génial de vous avoir avec nous, Chip Zdarsky, aujourd'hui dans ce podcast. Merci beaucoup et bienvenue. Merci à vous. Alors, on va commencer avec la question que je pose à tous mes invités. Chip Zdarsky, qui êtes-vous ? Et comment êtes-vous devenu auteur de comics ? Parce que ce n'est pas votre premier métier. C'est vrai, j'ai commencé dans la presse, d'abord comme infographiste, puis comme éditorialiste, avant de dessiner et de réaliser des vidéos pour les journaux. J'ai toujours fait de la BD en parallèle, des petits strips et du webcomics. Puis j'ai rencontré le scénariste Matt Fraction. Il m'a pitché Sex Criminals et m'a proposé d'en devenir le dessinateur et le co-créateur. C'est le succès de cette série qui m'a ouvert les portes de la professionnalisation. Tout un tas d'opportunités sont présentées à moi. Ensuite, c'est devenu un métier pratiquement sans que je m'en rende compte. Et quand est-ce que vous avez compris que vous pourriez en vivre alors ? Eh bien, pendant la première année de Sex Criminals, j'avais gardé mon emploi au journal. Je cumulais 2 boulots à plein temps. Mais au bout de 5 numéros, il a fallu que je fasse un choix. Le rythme était plus tenable, alors j'ai choisi les comics parce que la série marchait plutôt bien. La presse était déjà une industrie à l'agonie, donc j'ai quitté un navire qui coulait pour un autre navire qui coulait aussi, mais moins vite. Ceci étant dit, même si le projet me semblait viable, c'est toujours un peu flippant de se lancer en indépendant. Avant de travailler pour le journal, j'étais illustrateur à mon compte et je ne gagnais pas tous les mois de quoi payer mon loyer. Alors repartir à zéro dans un milieu où tout le monde bosse comme ça, c'est un pari risqué. Mais grâce au soutien, aux encouragements de ma femme, j'ai fait le grand saut. Quelque chose que je me demande, c'est qu'est-ce que la bande dessinée parmi tous les médiums a de si particulier pour vous ? Ce qui me séduit, c'est que les comics sont produits par des équipes aussi modestes. Je suis déjà allé sur des plateaux de tournage pour des films ou des séries, et on y voit toujours des centaines de personnes qui travaillent sur la même chose. Le résultat, c'est qu'on ne voit jamais émerger la vision d'un seul individu. Alors que pour les comics, comme dans le cas de Public Domain par exemple, je fais tout moi-même. La bande dessinée est davantage un art précisément parce que les œuvres reflètent l'expression d'une seule personne. Et dans le cas de New Burn, par exemple, nous n'étions que 2.
Et même chez DC et Marvel, où il y a plus de monde, ce sont des équipes relativement restreintes et autonomes. J'aime aussi la bande dessinée parce que c'est au lecteur de choisir la vitesse à laquelle il assimile l'œuvre. Dans les films ou les séries, on n'est pas maître de son temps. Le rythme est dicté par le réalisateur, par le monteur. C'est eux qui décident combien de temps vous allez vous attarder sur un plan, sur une scène. Avec une bande dessinée, on peut se perdre dans la contemplation d'une case ou d'une page parce qu'on admire le dessin. On peut lire un comics en 5 minutes ou en 1 heure et revenir sans arrêt. C'est une relation beaucoup plus intime. Je trouve ça génial. J'adorais ça quand j'étais gamin, j'adore ça aujourd'hui. Il y a des revers évidemment, mais ça reste ce que j'aime le plus. Vous lisez donc des comics depuis que vous êtes petit, si je comprends bien. Et comment? Et qu'est-ce que vous lisiez? Bien, j'étais un gros fan de Marvel et un peu de DC. Puis en grandissant, je me suis intéressé à Vertigo quand le label a été créé et puis aux trucs de Fantagraphics, notamment les œuvres de Daniel Clowes. Ensuite, en école d'art, je n'avais plus les moyens. J'étais occupé à apprendre le dessin moi-même et ça m'est sorti de la tête. C'est après mon diplôme que je m'y suis replongé. Même si je n'y consacrais plus autant de budget qu'avant, faute de moyens et que mes goûts avaient changé. Notamment des œuvres plus anciennes. Quand on est gamin, on suit les nouveautés. On veut savoir ce qui arrive à Spider-Man de mois en mois. Et puis on vieillit et on commence à se pencher sur des choses plus anciennes, comme les vieux Archie Comics. Parce que le dessin était magnifique. Je me suis plongé dans ces classiques-là. Donc vous avez commencé votre carrière comme dessinateur sur Sex Criminals. Maintenant, vous êtes surtout scénariste. Cette transition, c'était un choix conscient de votre part? Plus ou moins, oui. Avant de devenir pro, j'écrivais et je dessinais mes propres titres, dont un comics tout public qui s'appelait Monster Cops. C'était une idée un peu bidon. Frankenstein, Dracula et le loup-garou devenaient flics. Or, Will Moss, qui était éditeur chez Marvel, avait acheté un exemplaire plus tard de Sex Criminals à la San Diego Comic Con. Mon écriture lui avait plu. Il m'a proposé de pitcher des histoires chez Marvel. Alors on a commencé à discuter de plusieurs choses et puis ils m'ont offert Howard the Duck. Mais à ce moment-là, je n'avais pas le temps de dessiner autre chose que Sex Criminals. Il était assez compliqué à faire et prenait un temps fou. Du coup, je me suis juste engagé à écrire Howard the Duck. Mais je m'attendais à ce que ce soit quelque chose d'éphémère, un run annulé au bout de 5 numéros qui constituerait l'intégralité de ma carrière chez Marvel. Et ça s'est bien passé. Ils ont aimé travailler avec moi, j'ai aimé travailler avec eux. Les offres se sont multipliées, j'ai commencé à dire oui à beaucoup de choses chez Marvel. Ça a pris des proportions conséquentes et maintenant j'écris tellement que j'ai vu des gens tomber sur Sex Criminals et penser que c'était moi le scénariste et Matt le dessinateur. Parce que j'écris tellement maintenant. Ça me fait vraiment bizarre. J'ai une dernière question avant qu'on parle de vos titres sortis en France chez Urban Comics. J'ai découvert notamment sur Internet qu'en fait Chip Zdarsky, c'était pas votre vrai nom. Non. Et que même à une époque, vous essayez de maintenir une forme de séparation entre vos deux identités. Est-ce que ça a marché? Tant que j'étais inconnu, c'était facile. J'ai pris un pseudonyme parce que je ne voulais pas tout mélanger entre le journalisme et les comics. Pour les comics et la fiction, j'étais Chip. Et pour la presse, les critiques et les éditoriaux, j'étais Steve. Et oui, j'aimais bien cette distinction parce qu'elle me permettait de jouer un rôle, être un peu foufou lors des conventions en Chip, parce que je me pointais avec un chapeau de cow-boy et des lunettes.
Chip, c'est un personnage qui me sert d'exutoire. Sauf qu'un jour, quelqu'un a fait un reportage sur moi et le studio que je partageais avec des amis. Ce journaliste, même s'il savait que je ne voulais pas, a révélé mon nom. Mais je me suis dit que ça ne poserait pas de problème à ce moment-là. D'ailleurs, quand les éditeurs du journal l'ont appris, ça les a juste fait marrer. Mais quand Sex Criminals s'est mis à avoir du succès, ils ont fait un papier dessus, et ils ont bien dû dire que je travaillais pour eux. Ça n'avait plus rien de secret. Là, c'est un peu devenu bizarre, parce que je fais des interviews sérieuses, et Chip est de moins en moins un personnage. Ma famille, ma femme et mes vieux, maintenant, m'appellent Steve, mais pour tous les autres, je suis Chip. Même le seul nom auquel je réponds quand je suis en convention. À un moment, à San Diego Comic Con, je signais des comics, et mon frère, qui était à 3 mètres de moi, crie « Steve, Steve, Steve !» sans que je le remarque. Et dès qu'il a crié « Chip », j'ai levé la tête comme une marmotte au printemps. C'est très étrange d'avoir deux noms. Ça fait maintenant 5 ans que vous écrivez la série Daredevil et qu'on a pu découvrir un aspect plus sombre et humain dans votre écriture. Après, pour être honnête, j'étais un petit peu inquiet lorsqu'on a annoncé votre nom au scénario de cette série. Oui, moi aussi. C'est-à-dire que vos titres comiques comme Sex Criminals, Howard the Duck ou Jughead vous ont un petit peu collé une étiquette de mec marrant. Est-ce que vous vouliez écrire Daredevil en partie pour vous débarrasser de cette image ? Non. Je ne me suis jamais vraiment inquiété de ces catégories. Dans Howard the Duck, où on rigole, enfin, j'espère, c'est aussi assez grave. Il y a une mélancolie sous-jacente dans tout ce que je fais. Star-Lord était dans la même veine. C'est aussi vrai pour mon run sur Spider-Man qui commence avec beaucoup d'humour et qui devient de plus en plus sombre. J'avais fait savoir à Marvel que j'adorais Daredevil et que j'aimerais l'écrire si jamais la place se libérait. Mon avis, ils s'attendaient à quelque chose de plus léger, à la Mark Waid. Mais ce n'était pas ce que j'avais prévu. C'était même pas une donnée consciente. Mon intention n'était pas simplement de m'évader. Je voulais juste raconter l'histoire que j'avais en tête. Je suis très reconnaissant à Marvel de m'avoir laissé le faire. On aurait pu craindre que les lecteurs achètent le titre en espérant plus d'humour, puis se sentent trahis. J'ai plutôt aimé cet équilibre. J'aime pouvoir écrire de la comédie, de l'horreur, du drame, ou même du policier. Même si, ironiquement, c'est sans doute un mauvais choix stratégique. Il y a une raison pour laquelle, prenez John Grisham par exemple, lui ne fait que du juridique. Il a choisi un créneau, il s'y tient pour fidéliser son public, comme Stephen King. Moi, je ne suis pas sûr qu'il existe un lecteur de type Chip Zdarsky. Je ne sais pas s'il y a des gens qui achètent Jughead et Daredevil dans la foulée. Ça a l'air absurde. Donc, au lieu d'avoir une œuvre cohérente, j'ai une tapisserie en patchwork. Mais c'est ce qui me plaît le plus. Vous vous êtes décrit comme un fan de Marvel, juste avant, mais vous avez aussi travaillé pour DC Comics. Alors, c'était d'abord avec des récits courts dans des anthologies, une histoire de Red Hood dans Urban Legends, puis le titre Justice League Last Ride. Avant que vous ne lanciez dans Batman The Knight. Donc, c'est une série qui raconte la vie de Bruce Wayne avant qu'il ne devienne Batman en 10 numéros. Comment avez-vous abordé ce sujet ? Et saviez-vous dès le début que ce serait une série aussi longue ? Oui, c'était ma décision. Bien que ça puisse paraître incongru, j'ai choisi ce format moi-même. On pourrait penser que c'est compliqué de tenir 10 numéros sur Batman sans jamais montrer le costume. C'est le concept que m'a présenté DC.
Raconter l'histoire de Batman avant qu'il ne soit Batman, son entraînement et ses apprentissages. En planchant là-dessus, je me suis rendu compte qu'il faudrait s'engager sur un récit d'une certaine longueur pour accorder un temps raisonnable aux différents mentors. En 5 chapitres, on n'aurait pu en voir que 3. Peut-être un montage où Bruce apprend à se libérer de ses menottes, à crocheter une serrure, à faire de la chimie. Pour donner à tous ces professeurs, enseignants et formateurs un véritable poids émotionnel, il fallait passer du temps avec chacun d'entre eux. C'est comme ça que l'idée d'une dizaine de chapitres s'est imposée et que DC a fini par l'accepter, malgré les risques. Et puis, c'était un de ces projets qui est arrivé juste avant la pandémie. C'est même devenu mon projet pendant la pandémie. On a pu prendre un peu d'avance dessus pour le peaufiner avec Carmine et Yvan, le dessinateur et le coloriste, qui ont fait un travail sublime. Je ne savais pas ce que le public allait en penser. Moi, je savais que j'aimais mon histoire. Finalement, les gens l'ont apprécié et DC l'a tellement apprécié qu'ils m'ont proposé d'écrire Batman, donc tout est bien qui finit bien. Alors je vous le dis, The Knight pour moi c'est une histoire assez passionnante parce que vous êtes parvenu à éviter l'écueil du fanservice et de la référence constante aux autres récits consacrés à l'apprentissage de Bruce Wayne. C'est une question d'équilibre. Dans les comics, il y a déjà plusieurs mentors qui ont été identifiés et je ne voulais pas écrire ces personnages-là. Je voulais aussi donner aux lecteurs une chance de découvrir de nouveaux personnages. Avant moi, James Tynion Ford, qui écrivait Batman, avait inventé Ghostmaker. Et en avait fait un compagnon de route du jeune Bruce Wayne. Pour moi, c'était du pain béni, le socle idéal pour développer ce récit autour d'une amitié et puis de ce qui allait ensuite les séparer. Tant que je garderai cette relation et l'évolution de Bruce au cœur de mon histoire, j'étais certain que l'ensemble tiendrait la route. En ce sens, on pourrait dire que James a sauvé ma série avec ce personnage. Sans lui, je pense que je m'en serais sorti malgré tout, mais en me concentrant sur le parcours initiatique de Bruce seulement et sans cette amitié, l'émotion n'aurait pas été la même. Mais James ne vous a pas littéralement demandé d'utiliser son personnage, c'est ça? Non. Je savais que je ne pouvais pas faire autrement. Je lisais Batman et James avait déjà imposé la présence de ce personnage à ce moment-là. Une apparition fugace n'aurait pas suffi. La relation était une si bonne idée que je me serais saboté en décidant de ne pas en faire un élément important de mon propre récit. C'est ça qui fait la beauté et les défauts des comics DC et Marvel. Il y a tellement de personnages, et leur histoire est si longue et riche, que le scénariste a l'embarras du choix quant à ce qu'il va utiliser ou pas. Quitte à avoir un terrain de jeu aussi bien fourni, autant ne pas se priver. On a envie de prolonger ce qu'ont fait d'autres scénaristes et dessinateurs avant nous. La vraie difficulté, c'est de réussir à présenter cette continuité d'une manière compréhensible pour un nouveau lecteur. Ce point-là n'est pas un problème pour moi, en l'occurrence, puisqu'il s'agit d'un récit d'origine. Qu'on connaisse Ghostmaker ou non, on saisit les enjeux assez facilement. Mais ça ajoute quelque chose de comprendre l'imbrication de cette histoire dans un ensemble plus vaste, même si c'est optionnel. Est-ce que vous aviez tenté de lire tout ce que les autres avaient écrit avant vous sur cette période? Parce que c'est une période qui n'a pas été énormément explorée jusque-là. Oui. Il n'y a qu'une poignée de comics sur cette époque. On connaissait surtout 2 mentors, Kirigi, l'artiste martial de Corée du Nord, Henry Ducard, alias Manhunter. C'est eux qu'on a le plus exploré jusqu'ici dans les comics. Alors j'ai relu ce qui les concernait,
Je me suis aussi penché sur Zatanna. Dans son cas, j'avais un peu mauvaise conscience parce que mon histoire allait contredire des choses écrites par James, ce qui était un peu délicat. Mais pendant leur run, Scott Snyder et lui avaient déjà pas mal exploré le passé de Batman. Il présentait quelques-uns de ses formateurs aux quatre coins du monde. Et comme ces éléments étaient assez récents, je n'ai pas voulu les répéter. Par exemple, la séquence où Batman apprend à conduire avec un mec au Brésil. Il a fallu que je sois un peu sélectif. Peut-être que c'était un peu trop de zèle de faire autant de recherches. Mais c'est partie de la responsabilité qui va de pair avec ce type d'histoire. On regarde ce qui a été raconté auparavant et comment ça a été fait. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de votre collaboration avec Carmine Di Giandomenico sur ce titre? C'était l'une des meilleures de ma carrière. Je l'ai toujours trouvé génial, mais cette fois-ci, il s'est carrément surpassé. Il a beaucoup progressé en tant qu'artiste au fil de la série. Carmine joue habituellement sur des cases fortes et audacieuses. Il s'est concentré ici sur les ombres et les nuances. C'est une forme de retenue qui correspond bien à l'aspect très humain du récit. Son dessin est aussi agrémenté de petites touches de bon goût, comme des ombres en forme de chauve-souris. Comme pour préparer un peu la suite. C'est un type adorable, efficace, professionnel. J'étais épaté. D'autant que c'était dur, très dur. Chaque numéro faisait 30 pages. Et il a dessiné les 10 numéros avec une régularité sans faille. Ce qui est dur pour un seul artiste. Son trait fourmille de 1000 détails. Il n'a jamais lésiné sur ses détails, sur ses décors. Un travail formidable par une personne formidable. Puis Yvan est arrivé pour rajouter ses couleurs là-dessus, pour dynamiser tout ça avec une palette de couleurs vraiment très jolie. Je dois avouer que c'est assez rare en comics d'avoir une équipe capable de maintenir le même niveau de qualité sur l'intégralité d'un run. Je suis vraiment reconnaissant que nous ayons réussi à proposer ça chez DC. Et honnêtement, la pandémie nous a beaucoup aidé parce que DC n'a pas pu sortir le titre avant d'être sûr qu'il ait une vraie chance sur le marché. Si je me souviens bien, Carmine avait dessiné quelque chose comme 7 ou 8 numéros avant même que les libraires ne passent leur commande pour le premier. Je crois même que le travail était déjà terminé sur l'ensemble de la série avant qu'elle ne commence à sortir. Ce qui est très rare pour un éditeur comme chez DC. Dans Batman The Knight, vous explorez la psychologie de Batman, vous parlez notamment de son deuil. Alors j'imagine que vous n'êtes pas orphelin vous-même, mais comment avez-vous donc trouvé le ton juste pour parler de ces sujets, pour aborder son désir de vengeance, car c'est une charge émotionnelle de votre écriture qui est d'une puissance assez redoutable. Je pense qu'à partir d'un certain âge, tout le monde est confronté à la mort, que ce soit dans un cercle familial ou amical, et donc au deuil. Pour Bruce, je trouvais intéressant d'évoquer une période de sa vie où il est encore assez jeune pour éprouver de la colère. Ce qui n'arrive jamais réellement dans les histoires de Batman, où il est entièrement dévoué à sa mission. Avant de trouver sa voie, il est en quête d'un exutoire. Ce qui génère de la frustration. Son chagrin se mue en colère et il n'est pas sûr de ce qu'il va faire. C'est une forme d'impuissance qui le mine. Je me suis concentré là-dessus afin qu'il réalise, vers le milieu du récit, que ces émotions pouvaient être positives.
et qui lui seront utiles dans son combat s'il accepte de ne pas les refouler. C'est ce qui l'oppose à Ghostmaker, qui est juste à la recherche du grand frisson. Bruce est encore capable d'émotion. Il ressent au plus profond de lui l'injustice de la mort de ses parents et son désir d'aider les autres. À mon avis, c'est crucial d'intégrer cette notion à ses débuts avant que le sens du devoir immaculé de Batman ne se manifeste. Donc c'est à ce moment-là que DC vous a proposé la série principale Batman. Oui. Bah, dites-nous comment c'est arrivé. Comment? Non, mais je veux dire, dans quelles circonstances c'est arrivé? Oh, c'était rude. N'était pas l'été dernier, mais celui d'avant. En plus de tout ce que j'avais sur le feu, je venais de signer un contrat d'1 an avec Substack, notamment pour la publication de Public Domain. C'était beaucoup de travail. J'écrivais déjà beaucoup de séries, et celle-là était en hebdomadaire ou en bi-hebdomadaire sur Substack. C'était trop de travail. C'est alors que j'ai reçu un email de mon éditeur chez DC qui m'a dit qu'il voudrait organiser une conférence téléphonique avec Mary Jarvis, l'éditrice en chef. Je me souviens que j'étais assis à mon bureau. J'ai regardé ma femme et j'ai presque failli pleurer. Oh putain, ils vont me proposer Batman. Je ne pouvais pas accepter. Je ne pouvais pas accepter, il n'y avait pas assez de place dans mon emploi du temps. Alors je les ai rejoints sur l'appel. Ils m'ont demandé comment j'allais et m'ont confirmé qu'ils adoraient le travail sur The Night. Je les ai remerciés et je leur ai demandé s'ils allaient me proposer Batman. Et ils ont dit, Penaud, oui, effectivement. J'étais désespéré. La raison pour laquelle ils m'ont proposé cette reprise, c'est que James Tynion Ford avait quitté la série lui-même parce qu'il venait de signer un contrat chez Substack. Mais comme lui est malin, il avait jugé impossible de cumuler les deux. Je ne leur ai pas dit oui tout de suite. Je leur ai dit qu'il fallait que je réfléchisse à trouver une histoire et leur demander si on pouvait commencer plus tard, ce qui était le plus important. Pendant le délai qu'ils m'ont laissé, j'ai trouvé des idées qui m'inspiraient. Et puis DC m'a annoncé qu'il pouvait repousser parce que l'artiste qu'ils avaient choisi, Jorge Jiménez, allait être occupé avec un projet chez Mark Millar. DC publierait quelques histoires autonomes dans l'entre-deux. Et Jorge et moi commencerions plus tard. Sauf que le bouquin de Mark Millar ne s'est pas fait, ou plutôt il a aussi été repoussé. Et il a fallu mettre Jorge au travail, car il bouillonnait d'impatience. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est un type très enthousiaste et il avait hâte de s'y mettre, il voulait s'y mettre tout de suite. J'ai donc dû me lancer dans l'écriture tout de suite, avant même d'avoir fini The Night, et alors que j'écrivais encore Daredevil et d'autres projets pour Marvel, puis New Burn, puis Public Domain. Ça a été l'une des périodes les plus intenses de ma vie. On ne peut pas dire non à Batman, surtout avec une histoire déjà en tête et Jorge au dessin. Donc j'ai accepté et depuis ça n'a pas arrêté. Vu que vous arrivez sur Batman au numéro 125, votre run ne prend pas la forme d'un réel nouveau départ, il n'y a pas de relaunch, il s'inscrit dans une continuité directe de ce qui précède, soit ce que James Tynion Ford avait fait. Et plutôt que de choisir une approche introspective à la Tom King, vous démarrez également sur les chapeaux de roue. Alors, on n'est pas autant dans le blockbuster ultra coloré comme avec James, mais vous mettez quand même en scène des versions de Batman très radicales. Oui, je ne voulais pas commencer lentement. À l'inverse de mon travail sur Daredevil, qui commençait plutôt doucement. Enfin, il tue accidentellement quelqu'un dès le premier numéro, mais c'est pendant le braquage d'un petit commerce. Dans un contexte relativement quotidien. Ensuite, pendant quelque chose comme 18 numéros, il n'enfile pas son costume une seule fois.
Mais Batman, c'est le plus gros titre de DC Comics. Et James avait mis la barre très haut. Alors j'avais envie de le voir tout de suite en danger, courir dans tous les sens et se battre comme jamais pour sa survie, tout en laissant entrevoir l'idée qu'il y avait aussi d'autres soucis plus profonds, ce qui allait très bien à DC Comics. Je voulais aussi offrir de nouveaux personnages à dessiner à Jorge Jiménez pour tirer le meilleur parti de son talent. C'est pour ça que j'ai utilisé Failsafe comme antagoniste. Je savais qu'il parviendrait à le rendre imposant, terrifiant et cool à la fois, ce qui ferait un très bon point de départ. Mais l'arc en cours avec Mike Hawthorne au dessin est à l'exact opposé de cela. C'est plus lent, plus au ras du pavé. Bruce Wayne sans l'équipement de Batman qui tente de se frayer un chemin dans une autre Gotham City. C'est ce qui me plaît le plus chez ce personnage. Toutes les versions sont valides. On peut avoir la série animée, la version marrante de Brave and the Bold, même celle de la série télé Harley Quinn qui est hilarante. Mais aussi des choses extrêmement sombres. On peut le voir tirer sur Darkseid ou tabasser un agresseur dans une ruelle. Le personnage est si malléable qu'on peut en tirer une bonne histoire dans n'importe quelle situation. On peut explorer cette variété sans fin, passer sans transition d'un Batman globetrotter qui dégringole de la lune à Bruce Wayne agressé par des policiers dans la rue. Avec lui, les deux peuvent coexister. Mais DC ne vous a jamais dit que vous alliez trop loin avec cette idée de Failsafe qui contrôle toute la ville de Gotham City à un moment? Non, pas vraiment. Les questions qu'ils se posent, c'est plutôt est-ce que le comic sera sympa? Est-ce que les gens auront envie de lire ça? Est-ce que nous, on aura envie de lire ça? Quant à moi, je me demande surtout si Jorge aura envie de le dessiner. Donc non, personne n'a essayé de m'arrêter. Ceci dit, il y a forcément des lecteurs qui préfèrent le Batman dépressif et violent, d'autres qui veulent le voir résoudre des enquêtes, d'autres encore qui raffolent d'aventures cosmiques avec la Ligue de Justice. On ne peut pas satisfaire tout le monde, mais on peut faire de son mieux pour proposer les histoires les plus intéressantes. En revanche, on ne peut pas choisir un lecteur et écrire spécialement pour cette personne au détriment de toutes les autres. Mais faute de pouvoir faire plaisir à tout le monde, l'auteur peut au moins écrire ce qu'il aurait envie lui-même de lire, ce qu'il divertit lui-même. J'espère que les lecteurs trouveront le résultat suffisamment varié. Vous donnez aussi un rôle très important à Tim Drake dans votre histoire. Vous êtes particulièrement attaché à ce personnage? Oui, ce qui vient surtout de ma nostalgie pour ce personnage. Quand j'étais gamin, je lisais surtout du Marvel, mais aussi Flash et Batman. J'étais là pendant la période Jason Todd et celle de sa mort. J'avais adoré Batman à l'époque, mais lorsque Tim Drake est arrivé, je suis tombé amoureux de lui directement. Parce que c'était un Robin qui a choisi consciemment cette voie, de s'entraîner et d'acquérir ses compétences, et de sauver Batman de lui-même. Lorsqu'il découvre sa vie, Batman est déjà trop sombre. Il a perdu sa voix. Tim Drake découvre son identité grâce à ses propres talents d'enquêteur, mais aussi parce qu'il a besoin d'un partenaire pour lui servir de garde-fou. Au fond, c'est le plus Robin de tous les Robins, pour ainsi dire. J'adore Dick Grayson, c'est le premier du nom. Il est sympa, il a réussi à dépasser son statut de partenaire pour vivre sa propre vie. C'est le plus naturel de tous, alors que Jason Todd, évidemment, c'est le mouton noir, ce qui crée une dynamique intéressante.
Tim Drake, lui, est le contrepoint des parts les plus sombres de Batman. Tout l'inverse de Damian. Avec lui, Batman doit prendre garde à ne pas être trop violent, à ne pas donner le mauvais exemple. Je savais qu'une grande partie de mon run allait parler du vieillissement de Bruce Wayne. Bruce Wayne qui rate une marche, Bruce Wayne qui fatigue. Et Tim est le seul à se rendre compte que quelque chose ne va pas, grâce à cette espèce de sixième sens qui lui permet de repérer quand Batman s'égare. Et de l'aider à garder les pieds sur terre, donc oui, c'était important pour moi qu'il soit là. Alors est-ce que l'idée serait pas un petit peu de lancer une série Batman et Robin ? Non, pas en ce qui me concerne. Pour moi, Batman reste le centre de l'histoire. J'adore Robin, j'adore Tim Drake, et je lui fais autant de place que possible, mais ce sont les besoins du récit qui dicteront sa présence ou son absence. La série s'appelle Batman, et c'est de lui qu'on parlera avant tout. C'est compliqué les changements de dessinateurs sur une série régulière ? Oh oui, cela peut être difficile. Personnellement, j'adapte mon écriture au point fort de mon dessinateur. Ça peut être frustrant lorsqu'il n'est pas capable de faire les mêmes choses que son prédécesseur. Mais il faut garder en tête que l'inverse est sûrement vrai aussi. Dans le cas de Batman, je travaille actuellement avec deux artistes incroyables, Jorge et Mike. Jorge pond les concepts visuels fantastiques, et il a un trait extrêmement dynamique. Alors que Mike est plus sec, plus ancré dans le réel. C'était donc logique de confier le premier arc, qui relève du grand spectacle haut en couleur, à Jorge, et le deuxième à Gotham City, où la ville devient un personnage à part entière, et où Bruce traverse une mauvaise passe, à Mike. Mike est très fort pour ça. Le problème vient plutôt du fait d'écrire dans le désordre. Ça m'arrive assez rarement, heureusement, mais sur les 20 premiers numéros de Daredevil, on a dû avoir 3 ou 4 dessinateurs différents, dont le principal était Marco Gecchetto. Et pour faire travailler tous ces gens, il faut soit écrire très vite, soit planifier très longtemps à l'avance. Pendant que Marco travaillait sur le numéro 5, une autre personne devait être en train de préparer le numéro 10. Le même mois, donc il lui fallait mon scénario pour ça. Alors soit j'écris à toute vitesse les numéros 6, 7, 8 et 9 pour savoir exactement où on en sera à ce moment-là, soit j'attaque directement le 10, ce qui peut générer des problèmes. Une fois j'ai tué un personnage que j'avais utilisé quelques chapitres plus loin. Il a fallu rectifier ça, évidemment, ce n'est pas facile. Il y a quand même un truc qu'il faut aborder, c'est que vous commencez votre Batman en reprenant l'une des idées les plus bizarres du run de Grant Morrison. Zur-En-Arrh. Et si quelqu'un plonge dans le Batman de Chip Zdarsky, il va se retrouver face au Batman de Zur-En-Arrh au bout de 3 numéros. Oui, je sais. C'était un grand écart de ma part. Mais ce que j'aime bien dans les comics, c'est que généralement les gens s'accrochent. On comprend assez vite que c'est une personnalité de secours qu'il a créée. Mais si vous êtes un passionné, vous allez immédiatement reconnaître ce qu'a fait Grant Morrison. Son run est l'un de mes préférés, toute époque confondue. J'adore rediriger les gens dans mes propres histoires favorites comme Batman R.I.P., Batman et Robin. C'est ce que je préfère dans les comics, de pouvoir orienter les gens vers des bonnes lectures. J'ai fait ça aussi beaucoup dans Spider-Man Life Story chez Marvel, où je raconte l'histoire d'un Spider-Man comme s'il vieillissait en temps réel. J'ai fait référence à beaucoup de moments importants de la vie du personnage. Les libraires m'ont raconté que ça leur avait permis de mettre entre les mains du public la dernière chasse de Kraven, que des lecteurs avaient découvert par ce biais.
J'aime les récits qui jouent sur la continuité et peuvent servir de porte d'entrée vers d'autres histoires. Quand il s'agit de runs de personnages qui sont devenus de grands classiques, on peut facilement se laisser intimider en revanche. Par exemple, se dire que personne d'autre que Grant Morrison ne pourrait faire quelque chose de bien avec Zur-En-Arrh. Malheureusement, c'est trop tentant. Je n'arrive pas à m'en empêcher, c'est une de mes histoires préférées, avec un de mes personnages préférés. Alors pourquoi je m'interdirais de m'amuser avec? Comment résister à l'envie de les étoffer et les développer à mon tour? C'est ce que Grant avait fait à la base. Son Batman de Zur-En-Arrh est basé sur une histoire des années 50. Donc il s'en est approprié et je me le suis approprié à mon tour. C'est la beauté de la continuité. Alors, est-ce que la morale, c'est que en matière de comics, rien n'est sacré? Oui et non. Je m'interdis quand même des choses, mais qui sont plutôt en rapport avec les souhaits des auteurs. Par exemple, je n'utiliserai jamais un personnage de Watchmen. Pas question. Et je ne juge même pas les scénaristes qui l'ont fait. DC est propriétaire des personnages et ça ne gêne pas Dave Gibbons. Mais Alan Moore n'est pas d'accord. Watchmen est trop important pour moi et sa colère est légitime. De la même manière, je n'aurais jamais écrit Howard the Duck si Steve Gerber était encore en vie. Parce que ce personnage est tellement indissociable de sa voix que ça n'aurait eu aucun sens de le confier à qui que ce soit d'autre de son vivant. Je n'aurais pas voulu le priver d'une source de revenus et d'une tribune qui, pour moi, lui revenait en tant que créateur du personnage. Tous les artistes ont leur ligne rouge, et je ne juge ni les uns ni les autres pour leurs décisions. Je prends juste les miennes en me mettant à la place des créateurs d'origine. Je n'ai pas eu de problème à réutiliser Zur-En-Arrh parce que Grant ne l'avait pas inventé personnellement. Et il avait tellement créé de personnages que je ne vois pas en quoi celui-là lui aurait posé problème. Mais si j'apprenais que c'était le cas, que Grant m'en voulait, je me remettrais en question et j'arrêterais sûrement de remettre Zur-En-Arrh dans mes histoires. Parlons un petit peu des comics en creator-owned qui constituent aussi une grande partie de votre travail. Est-ce que vous êtes un peu ce genre d'auteur qui est du genre à écrire des comics en mainstream, on va dire, pour payer les factures, mais qui s'éclate beaucoup plus dans les titres en creator-owned? Non, pas du tout. Quand je travaille sur Jughead puis sur Daredevil, je le fais parce que ça me plaît. Je n'ai jamais écrit une série que je n'aimais pas, uniquement parce que ça payait bien ou que ma carrière en bénéficierait. Chaque titre est un nouveau défi. En un sens, c'est relativement facile d'écrire Spider-Man, parce qu'après l'avoir autant lu, je connais le moindre personnage. C'est facile de prendre le train en marche. Alors que pour Newburn, tout est à inventer. Il faut décider de la voix de ces personnages, leur imaginer un passé, des motivations, identifier ce qu'ils attendent de la vie. C'est plus compliqué. C'est aussi plus gratifiant. Et une fois que la machine est lancée, on se pose moins de questions. Maintenant, je sais que je peux écrire une histoire de Newburn plus rapidement et plus efficacement qu'une histoire de Batman. Mais au début, c'était dur. Sur 4 ou 5 premiers numéros, on doit creuser les personnages avant même qu'on les mette en scène. C'est très délicat comme exercice. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur la création de la série Newburn? Oh, c'est juste une idée qui m'est venue en marchant dans la rue.
Je me suis demandé quel type de personnage donnerait un détective qui travaille pour la mafia. J'en suis arrivé à la conclusion que ce serait un peu comme les forces de paix des Nations Unies, les casques bleus, qui sont censés être intouchables pendant qu'ils mènent leur enquête. Cette idée s'est ensuite mêlée à mon amour des fictions judiciaires un peu clichés, façon Law and Order ou même The Mentalist. Vous savez, ces séries qui s'ouvrent sur un mystère résolu en fin d'épisode. Une mécanique que je trouve très satisfaisante. Mais c'est un format assez rare en comics et je voulais l'intégrer à une narration plus large, sous forme d'arc. Le concept me plaisait et l'idée d'une histoire plus longue avec ce principe m'avait séduit. L'idée s'est mise ensuite à m'obséder, ce qui est généralement le signe qu'on tient un bon concept. New Bern est né comme ça. J'arrêtais pas d'y réfléchir même pendant que j'écrivais Spider-Man. Je me suis lié à lire des livres sur la mafia pour trouver des références réelles et piocher dans le réel. Et puis j'ai rencontré le dessinateur Jacob Phillips au Festival de comics de Toronto. Et on a accroché très vite. À l'époque, il n'avait pas encore commencé Texas Blood, mais j'avais acheté un de ses mini-comics. Et j'ai tout de suite compris que ce serait l'artiste parfait pour mon projet. Vous pouvez voir qu'il adorait dessiner et qu'il était très fort là-dedans. Alors je l'ai approché pour voir si ça l'intéressait, et par chance, il a dit oui. Et en plus, il est assez similaire à mon style, dans le fait qu'il veut tout faire. Sur New Bern, il est dessinateur, coloriste et lettreur. Donc on forme une équipe réduite mais très efficace. Ça rejoint complètement ce que vous disiez au début de ce podcast quand vous parliez de faire du comics en équipe réduite. Exactement. Une page de New Bern, c'est 75% de Jacob et 25% de moi. Mais je trouve que ça fonctionne à merveille. Et puis c'est un garçon occupé, il est jeune, il a de l'énergie à revendre et il ne manque pas de travail. C'est la raison pour laquelle j'ai resserré le récit sur 16 pages en compensant avec le journal de bord d'Emily. Il y a parfois des histoires courtes en supplément, qui sont l'occasion de mettre en avant des auteurs que j'aime ou des nouveaux venus qui gagnent à être connus. Tout s'est mis en place assez harmonieusement et en un rien de temps. En général, sur les grosses séries de comics, chaque numéro est une pièce d'un grand puzzle. Mais avec New Bern, chaque numéro est un puzzle en soi. C'est très stimulant à écrire. J'ai même presque l'impression qu'on peut prendre la série en cours de route, c'est-à-dire limite à aller dans un comic shop et acheter par exemple New Bern numéro 4 et qu'en fait on peut comprendre ce qui s'y passe sans avoir lu les 3 premiers numéros. Oui, mais j'espère tout de même qu'en marge de ces récits autonomes, on laisse suffisamment deviner et qu'il se trame quelque chose sur le long cours. En ce moment, je suis au milieu de l'écriture du 2e volume. Et ça prend en dimension. Il y a toujours une intrigue autonome par numéro, mais la toile d'ensemble se dessine plus précisément. New Bern a des soucis. On construit quelque chose qui dépasse le format mensuel, c'est très sympa à élaborer. En termes de récits policiers, en termes de polar, c'est quoi vos influences? C'est un peu convenu, mais je vais devoir dire Brubaker et Phillips. Ça a l'air bizarre à dire, évidemment, vu que je travaille avec Jacob, le fils de Sean. Mais j'adore leur travail, et donc c'est évidemment une grosse influence. J'ai lu beaucoup de romans policiers, au fil des années aussi. Mais vraiment, il s'agit plutôt d'une écriture de série policière de télévision. Parce que simplement, en termes de longueur, dans un roman, on a beaucoup plus de place pour développer l'intrigue.
Alors que pour un comics de 16 pages, c'est très restreint. C'est pour ça que j'étudie de près la manière très resserrée dont la télévision fonctionne. Dans le genre, boum, un meurtre, hop, on s'en occupe tout de suite, on sort, on arpente la rue, on parle à des gens, pif, paf, pouf. Le rythme se rapproche plus d'un épisode de série télé que d'un roman. Alors vous avez mentionné juste un petit peu avant les extraits de journal qu'on a dans New Burn. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez opté pour cette forme de narration qui alterne avec les planches de BD? Parce que je savais que je n'aurais que 16 pages. Et je ne voulais pas que l'exposition soit trop forcée. Surtout dans ce format d'histoire où l'enquête doit être résolue rapidement. Ça peut vite devenir très lourd d'avoir les personnages expliquer ce qui s'est passé, ce que ça leur rappelle, pour qui travaille tel ou tel personnage. Ces détails peuvent paraître encombrants. Il me fallait donc une manière de transmettre ces informations sans que la narration en souffre. Et comme Emily découvre ce monde en même temps que le lecteur, ça paraissait logique qu'elle remplisse ce rôle et que son point de vue soit le véhicule pour ces détails. Très bien, donc maintenant on va parler de Public Domain. La série, elle n'arrive en France qu'un petit peu plus tard dans l'année, donc on va vraiment pas rentrer dans les détails de l'histoire pour ne rien spoiler. Vous avez dit que vous aviez commencé cette série grâce à Substack. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer l'utilisation de cette plateforme, ce que c'est, comment vous avez justement trouvé le temps et les fonds nécessaires pour écrire et dessiner à la fois cette bande dessinée? Pour résumer, Substack est une plateforme de newsletter que j'utilisais déjà avant de commencer Public Domain. Twitter, Facebook et les autres réseaux sociaux m'avaient usé et j'avais juste envie de m'adresser aux lecteurs via une newsletter hebdomadaire. L'offre de Substack était de me payer une somme forfaitaire si je m'engageais à faire 100 posts dans l'année. J'étais libre de décider moi-même de leur contenu, même s'il a été clair qu'ils espéraient me voir faire du comics. L'idée de Public Domain me trottait déjà dans la tête, mais je ne comptais pas m'y atteler avant quelques années, quand j'aurais eu plus de temps. L'histoire parle d'un père de famille qui a créé le super-héros le plus célèbre du monde, quelques dizaines d'années auparavant pour une grosse boîte. Il est à la retraite et même si ça ne lui rapporte pas beaucoup d'argent, il ne se plaint pas de sa situation ou de sa vie. Sauf que l'un de ses fils ne va plus supporter cette injustice. Et c'est le début d'une bataille légale sur fond de conflits de comics, sur la pop culture et de l'effet de la pop culture sur les comics. C'est une histoire qui vient directement de ma réflexion sur mes passions et sur ce que j'ai vraiment envie d'exprimer en tant que scénariste. Je sais que ça peut avoir l'air un peu fainéant, un énième comics sur les comics, mais c'est aussi un vrai drame familial. J'évoque ce à quoi les parents doivent renoncer pour leur famille, les mauvaises décisions qu'ils prennent et la manière inattendue dont elles peuvent affecter leur enfant. On pourrait résumer le programme comme ça, comics, famille et culture contemporaine. C'est vrai qu'au premier abord, avec Public Domain, on serait tenté de croire que c'est une dénonciation de la manière dont les auteurs et les artistes sont traités par les grosses boîtes. Mais même pour des gens pour qui je travaille. Puis au final, c'est pas vraiment le sujet. Notamment dans la préface de l'édition française, vous refusez même l'analogie de David contre Goliath. Vous ne considérez pas réellement que les grands éditeurs sont une forme d'incarnation du mal. Alors, comment est-ce que vous envisagez, vous, l'industrie des comics et du divertissement concrètement ? Eh bien, ce n'est pas un secret qu'à travers l'histoire, les auteurs de comics,
Surtout les pionniers comme Jack Kirby ont été arnaqués. Personne ne le nie, pas même dans les bureaux de Marvel, qu'ils en parlent publiquement ou non. À l'époque, personne ne s'attendait à ce que ces personnages jetables, créés pour une industrie jetable, deviennent les mastodontes commerciaux qu'ils sont aujourd'hui. Ce que les grands groupes vont regarder, c'est simplement le profit. La manière la plus efficace d'engranger de l'argent, c'est de rester propriétaire de tout ce qui a été créé. L'idée est aussi d'épuiser les auteurs jusqu'à ce qu'ils n'apportent plus assez, puis de les remplacer. Les artistes eux-mêmes sont jetables. L'industrie du comics, c'est l'avant-garde de toutes les pires politiques managériales possibles. Il n'y a pas de sécurité de l'emploi, il n'y a pas de mutuelle. Tout le monde travaille sur des contrats courts. Une politique qui a en quelque sorte été inventée par Marvel et DC il y a des décennies. Donc oui, les éditeurs de comics sont responsables de la spoliation de leurs auteurs. Yeah, I mean, comic companies are to blame for the destitute creators, for sure. Donc évidemment, les compagnies ont leur part de responsabilité. Mais d'un autre côté, plus un personnage ou un univers devient dense, plus il dure. Plus il devient difficile de départager les mérites des gens qui ont travaillé dessus, et donc la part qui est censée leur revenir. Il est un nombre intermédiaire entre la création d'origine et ce qu'elle devient par la suite. C'est évident dans la section remerciements des génériques de séries Marvel. Prenez le Falcon et Winter Soldier, on mentionne une vingtaine, une trentaine d'auteurs dont les idées ont été exploitées d'une manière ou d'une autre. C'est extrêmement complexe. Ça ne concerne même pas que les comics. J'imagine que c'est aussi vrai au cinéma et à la télévision. Si la création d'un costumier ou d'un décorateur est utilisée par la suite dans un set Lego, est-ce qu'il touche un pourcentage des ventes? Non, ils sont payés sur le moment. Mais ça ne leur apporte pas d'argent à vie, contrairement aux producteurs. Les entreprises qui ont un monopole sur l'industrie de la culture ont décidé que les métiers créatifs seraient payés à la pige et c'est déplorable. Mais le monde dans lequel on vit fonctionne comme ça. Ma conclusion, j'imagine, c'est que lorsque je signe un contrat chez DC ou Marvel, je sais à quoi m'attendre. Je suis préparé au fait que si l'un des personnages que j'ai créé devient très populaire, ça ne me rapportera pas grand-chose. Mais je l'accepte. Je l'accepte parce que je connais l'histoire de l'industrie, que je suis au courant de la manière dont les choses sont faites. Ça ne m'empêche pas de travailler aussi sur des titres dont je reste propriétaire ou copropriétaire, comme Public Domain ou Sex Criminals, qui m'a rapporté plus d'argent que tout ce que j'ai fait chez DC et Marvel. Les titres avec Newburn et Captara me permettent de m'adresser à un lectorat qui s'intéresse aux histoires, pas uniquement aux personnages de licence. D'ailleurs, c'est dans cette voie-là que j'envisage mon avenir. Les grands éditeurs ne vont pas revoir leur politique vis-à-vis des auteurs, vu que le public s'en fiche. Il n'en a rien à faire. Il y a déjà eu des tonnes d'articles dans la presse au sujet d'auteurs privés et de la reconnaissance qu'ils méritent. Ça n'a pas eu la moindre conséquence. Les gens ne boycottent pas pour autant les films Marvel et DC. Personne ne fait ça. Alors pourquoi voulez-vous que les éditeurs se remettent en question? Ils n'ont aucune raison de le faire. Excusez-moi, je m'emporte. Est-ce que c'est pas un peu cynique de dire ça comme ça, Chip Zdarsky? Le monde tourne comme ça, c'est tout. Il y a eu une époque où Marvel et surtout DC soignaient un peu mieux leurs auteurs.
Paul Levitz et Janet Kahn avaient la réputation d'offrir des contrats avantageux à leurs collaborateurs. Il me semble avoir entendu Neil Adams dire quelque part que Batman Begins lui avait rapporté $100,000 parce que Ra's al Ghul y apparaît. Et c'est formidable, mais quand les groupes grossissent, ils doivent rendre des comptes à des investisseurs. Et la ligne de fuite devient alors, si ça ne rapporte pas d'argent à la compagnie, à quoi bon s'embêter? En fait, ça ne marche qu'au cas par cas. Si un auteur est suffisamment célèbre et si ses créations rapportent suffisamment d'argent, alors ils le récompenseront. À mon avis, il y a quelques années, Brian Michael Bendis a été très correctement rémunéré par Marvel. Parce que tout ce qu'il faisait pouvait être adapté. Rien que Miles Morales justifie à lui seul que Marvel lui paye des millions de dollars. Mais dès qu'on ne vend plus assez de bouquins ou que nos personnages ne deviennent pas des franchises lucratives, on ne sert plus à rien. D'autant que les auteurs sont super isolés. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles on ne peut pas se syndiquer ou se regrouper pour parler d'une même voix. C'est sûrement un constat cynique, effectivement, mais je ne vois pas d'alternative. À moins de faire Walking Dead ou Saga, de grands succès qui appartiennent à leurs auteurs. Mais c'est risqué. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne deviendra pas riche en écrivant Green Lantern. L'histoire l'a prouvé. Alors, comment est-ce que les auteurs pourraient quelque part forcer les maisons d'édition à les traiter correctement? Mais comment les forcer? Prenons les comics. Pour créer un syndicat, il y a beaucoup d'étapes à suivre. Le plus simple, ce serait donc de se rattacher à un syndicat préexistant. Et pourquoi la guilde des scénaristes, qui représente les scénaristes des adaptations de DC et Marvel à la télévision, pourquoi est-ce que ce syndicat déciderait de favoriser des nouveaux membres venus du comics au détriment de leurs adhérents actuels? Ils existent pour protéger leurs membres actuels. Et d'ailleurs, ce serait étrange d'avoir des dessinateurs dans un syndicat de scénaristes, non? Comment tout ça pourrait-il fonctionner? Il y a même des chances que les professionnels de la télé et du cinéma qui travaillent sur les adaptations voient d'un très mauvais œil le fait qu'une partie de leur argent finisse dans la poche des créateurs de chaque personnage. C'est exactement comme ça que les grands groupes présenteraient l'affaire, en tentant de nous dresser les uns contre les autres. Il n'y a pas de solution claire et rapide à ce problème. C'est très compliqué. Oui. Et en même temps, les gens à qui j'ai affaire chez DC et Marvel sont des personnes formidables. Ce sont des éditeurs, des assistants éditeurs, des directeurs artistiques qui adorent les comics et font tout leur possible pour que l'industrie qui les passionne continue d'exister. Oui, mais parce que c'est parce que vous ne travaillez pas avec les départements de cinéma ou avec les investisseurs qui, eux, ne s'y intéressent pas du tout aux comics. Il y a plein de facettes différentes à considérer, surtout avec des boîtes comme Disney, où une maison mère possède plusieurs entités qui ne coopèrent pas forcément les unes avec les autres. Et dont les relations peuvent être pourries par des querelles interpersonnelles. Au final, leur objectif, c'est de mettre le plus d'argent possible de côté en limitant les dépenses autant que possible. Pour en revenir à Public Domain, vous nous avez expliqué avoir commencé sur Substack, mais vous avez quand même fini par faire une version papier de cette bande dessinée malgré tout. Alors, est-ce que c'était votre intention initiale ou est-ce que vous avez prévu que ça reste une œuvre numérique au début? Je suis un amoureux des comics en version papier. J'aime les voir, les toucher. Alors je ne pouvais pas faire une série là-dessus sans prévoir une sortie physique. Il fallait absolument qu'à un moment ou un autre, on puisse le prendre en main. Je me suis juste demandé si j'allais sortir le volume entier d'un seul coup ou si j'en passais par des sorties mensuelles.
L'histoire était déjà structurée dans ce format-là de toute manière, puisque j'y suis tellement habitué que mon écriture se coule naturellement dans ce moule. Je crois même que j'aurais du mal à faire autrement maintenant. Dès que je me remets à écrire, je pompe presque systématiquement un chapitre de 20-22 pages sans même y réfléchir. Je sens d'instinct où doivent se placer l'introduction, les éléments déclencheurs et les cliffhangers de conclusion. C'est automatique. Autant en profiter pour faire une sortie en fascicule. Non, mais justement, en ce moment, on voit de plus en plus d'auteurs qui sortent de ce moule pour écrire directement au format TPB sans passer par la case single issues et particulièrement dans les comics en creator owned. C'est pas quelque chose qui vous intéresserait, vous? J'imagine que ça dépend du projet. Vu le sujet de Public Domain, c'était naturel de se plier à un format de comics traditionnel. Baker et Phillips, eux, explorent une forme de narration plus étendue. J'ai l'impression qu'Ed s'y sent vraiment très à l'aise maintenant. Même s'il a dû lui falloir un peu de temps pour s'y habituer, pour échapper consciemment à l'écriture, 20 pages par 20 pages. Aujourd'hui, il peut envisager des chapitres de 10 pages ou de 30 pages en fonction de ce qu'il a à raconter, et je pense qu'il aurait du mal à faire machine arrière. I think it works really well for him. If I had a story that made sense as one story, mais si je m'apercevais qu'une de mes idées peut être racontée en 100 pages, mais ne fonctionne pas en chapitre de 20 pages, qu'on ne peut pas y insérer des cliffhangers organiques pour inciter les gens à revenir le mois d'après, je sortirais directement en format librairie. Alors en France, Batman The Knight et New Burn viennent tout juste de sortir. Est-ce que vous pouvez nous dire sur quoi vous travaillez en ce moment? Bien, aujourd'hui, j'écris Batman 136. I'm waiting for a couple things to finish off Public Domain issue 6. Nous avons presque fini Public Domain numéro 6. J'ai réussi à boucler un tas de projets depuis le début de l'année. J'en avais 13 en cours et je n'en ai plus que 8, ce dont je suis très heureux. Je finis aussi Captara, mon autre projet Substack, dont je publierai sûrement le premier tome chez Image Comics. Je travaille aussi pour eux sur une autre mini-série en 5 épisodes. Et puis il y a New Burn, le 3e volume d'All-Nighter pour Comixology. Quelques numéros de Daredevil et c'est tout. Et puis la vraie question là, c'est quand même comment est-ce que vous trouvez le temps de faire tout ça? Parce que vous savez, Chip, il faut dormir aussi. Oui, je sais, c'est horrible. Mon objectif, c'est d'arriver à ne plus bosser que sur 3 séries à la fois, pour avoir le temps de me reposer. 13, c'était vraiment trop. 8, c'est mieux. Si j'arrive à 3 d'ici la fin de l'année, je serai un homme heureux. Et mes éditeurs seront heureux aussi. Eh bien, c'est tout ce qu'on vous souhaite, Chip Zdarsky. Merci encore d'avoir été avec nous. Au revoir. Merci à vous aussi. C'est donc la fin de ce podcast. Nous espérons que vous avez passé un agréable moment à l'écouter et que vous aurez l'envie ou la curiosité d'aller découvrir les titres écrits par Chip Zdarsky, qu'il s'agisse de son Batman ou bien de New Burn, ou que vous avez noté peut-être Public Domain dans la liste de vos futures lectures puisque l'album arrivera un petit peu plus tard chez Urban Comics. De notre côté, nous sommes ravis de pouvoir continuer de vous proposer cette maxi-série et nous vous donnons donc rendez-vous dès le mois prochain pour le prochain épisode de ces Super Friends spéciaux, puisque nous aurons le plaisir de recevoir Geoff Johns. À très bientôt.